Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette journée de mobilisation dans la fonction publique. Des dizaines de milliers de manifestants à Paris et dans tout le pays, quelques violences en fin de rassemblement, environ 35% de grévistes à la SNCF, un peu plus de 10% dans la fonction publique d'État. La question est maintenant de savoir si ce sera suffisant pour faire bouger les lignes de l'exécutif. La démocratie, ce n'est pas la rue, avait dit Emmanuel Macron. Va-t-il devoir réviser son jugement ? Nous poserons la question à nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Yves Deray à François Dorcival. Nous reviendrons sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy assortie d'un contrôle judiciaire. Une première sous la Ve République. La contre-attaque médiatique est en marche. Intervention dans le 20h de TF1. Ses soutiens parlent d'acharnement. Ils remettent en question la crédibilité des témoins à charge. Nous demanderons à nos spécialistes quel regard ils portent sur cette affaire. L'entretien du jour, nous recevons Marie Bochet. On la surnomme aujourd'hui la reine des Jeux paralympiques de Pyeongchang. 4 médailles d'or en Corée du Sud, après déjà 4 médailles d'or à Sochi. Elle nous dira comment elle vit cette médiatisation plus forte que d'habitude et si c'est l'occasion pour elle de plaider en faveur d'une meilleure prise en compte du handicap dans notre société. Mais d'abord, cette journée de mobilisation, dans le rapport de force qui oppose l'exécutif aux manifestants, on tentera de savoir qui ressort gagnant aujourd'hui, parce que c'est bien un bras de fer, nous a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais une autre question se pose ce soir. Est-ce que l'ère Macron signe le retour des grèves dures, celles de 53, celles de 95, qui ont fait reculer les gouvernements? On va voir tout cela avec nos invités dans un instant. D'abord, retour sur cette journée avec Héloïse Grégoire. Fonctionnaires, cheminots, lycéens, retraités, ils étaient tous dans la rue avec comme mot d'ordre faire reculer l'exécutif sur ses projets de réforme. Aujourd'hui, les salariés sont dans la rue avec la fonction publique et qu'on est tous des travailleurs, cheminots, membres de la fonction publique. Demain, c'est 120 000 suppressions de postes qui sont prévues. Dire au gouvernement qu'on a besoin d'un service public, on a besoin de trains, on a besoin de moins de camions sur les routes, on a besoin de moins de pollution. Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse, Paris, près de 180 cortèges ont défilé partout en France. Selon la CGT, 400 000 fonctionnaires se seraient mobilisés au total, dont 40 000 dans la capitale. C'est le premier test social pour le gouvernement et pour les syndicats, le bras de fer ne fait que commencer. C'est un énorme succès puisque le 8 février on prévoyait 13 000 personnes, donc on est bien au-dessus. Également parce qu'il y a des délégations qui n'ont pas pu monter à Paris, donc arriver à dépasser les 20 000 à Paris alors que plusieurs milliers de cheminots sont encore en province, c'est énorme et effectivement c'est un succès. Des affrontements ont eu lieu en marge de certains cortèges à Nantes et à Paris. La France se prépare-t-elle à un printemps social? C'est le coup d'envoi d'une bataille avec l'exécutif. Les cheminots ont annoncé 36 dates de grève jusqu'à la fin du mois de juin. Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Emmanuel Soufi, journaliste au Journal du Dimanche, spécialiste des questions sociales, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Elliot Lepers, expert en mobilisation citoyenne et co-initiateur du mouvement contre la loi travail, Olivier Babot, professeur à l'Université de Bordeaux et président de l'Institut Sapiens. Merci et bonsoir à tous les quatre. Ce jeudi a été publié un sondage Elab. 74% des personnes interrogées trouvent injuste la politique de l'exécutif. C'est une augmentation de 6 points en 3 semaines. Est-ce que la bataille de l'opinion n'est pas déjà gagnée pour les syndicats? Et j'ai envie de dire, peu importe les chiffres de participation. Emmanuel Soufi. Je pense que non, la bataille ne fait que commencer sur l'opinion publique. On sait toujours qu'une grève se gagne quand même avec ou pas l'opinion avec soi. 74% d'accord. Je pense qu'en fait le sentiment qui monte, peut-être que Frédéric Dabi, vous allez le confirmer, c'est le sentiment de mépris social, voyez, ou d'injustice. Et là-dessus, forcément, les organisations syndicales vont surfer pour gonfler un peu les cortèges et surtout faire converger ces luttes. Ça, c'est un concept assez cher à Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT. Pour le moment, à mon humble avis, on en est encore loin de cette convergence des luttes. Ouais. On verra que les revendications portées par les uns et les autres sont encore assez clairsemées, assez différentes. Mais le fait est que, oui, ce sentiment risque de faire chuter quand même un petit peu plus l'exécutif dans les sondages, mais on le voit poindre, c'est évident, le sentiment de répartition des efforts de façon inéquitable. Je parlais de 1953 et de 1995, on a effectivement
effectivement assisté à un retournement de l'opinion. Dans un premier temps, incompréhension face au mouvement, puis l'opinion a fini par se ranger du côté des manifestants. Est-ce que finalement un conflit long ne joue pas en la faveur des manifestants, Frédéric Dabi? Je pense que l'avenir le dira, mais on n'est pas du tout dans le contexte de 95 où dès le début, les Français ont soutenu et ont fait grève par procuration contre la réforme d'Alain Juppé, tout simplement parce qu'elle n'était pas contenue dans le programme présidentiel de Jacques Chirac, qui, au contraire, en fait, à l'époque, dès le début du quinquennat, parce qu'il avait augmenté la TVA de 2 points, il avait tout de suite tourné le dos à la fracture sociale et à la France pour tous, était vu comme dans une logique de trahison et de promesses non tenues. Là, on peut dire ce que l'on veut, ce que dit Emmanuel Soufié est tout à fait juste, mais il y a des piliers de soutien vis-à-vis de l'action du gouvernement, c'est la transformation. Ils transforment le pays, ils agissent différemment que les 2 exécutifs précédents, bien sûr, et c'est ce que vous disiez, il y a un doute sur le bénéfice de cette transformation, d'où les inquiétudes en matière de pouvoir d'achat. On a publié ce jour une enquête sur le soutien et sur la légitimité de ce mouvement, social. C'est assez mitigé. Seuls 44% des Français jugent ce mouvement justifié. C'est quand même plus que ce que nous mesurions en 2007 au moment de la réforme des régimes spéciaux. C'est beaucoup moins, 25 points de moins au moment de la réforme des retraites, qui est le dernier grand mouvement social qui pourtant n'a pas fait plier le gouvernement Sarkozy-Fillon, si je puis dire. Mais il y a un fort clivage gauche-droite, ça peut favoriser la mobilisation. Mais là où on peut dire que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de convergence ou de contagion, c'est que les retraités, qui, on l'a vu dans l'enquête IFOP-JDD de ce week-end, sont très mécontents de l'action du gouvernement, sont beaucoup moins nombreux que la moyenne, seulement 36%, à juger cette grève, ce mouvement social justifié. Alors qu'on aurait pu imaginer, dans une logique de convergence, de contagion, de convergence des luttes, que les retraités soient un peu plus solidaires. Là, pour l'instant, on est sur des insatisfactions plutôt catégorielles qui ne font pas tâche, si je puis dire. Et Elliot Lepers, vous êtes d'accord avec cela? Il y a un manque de convergence, notamment pour gonfler le mouvement et mettre l'opinion de son côté. Vous êtes d'ailleurs peut-être déçu par les chiffres. La CGT parle d'environ 500 000 personnes dans toute la France et quelques dizaines de milliers à Paris. C'est vraiment le début. C'est le début du quinquennat. C'est le début de ces réformes. On sent à peine, voilà, les effets commencent à se faire sentir. Et puis on commence à voir le vrai visage de cet exécutif finalement. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir cette espèce de dissonance cognitive entre les discours qui sont portés et puis derrière les actes, la promesse d'un virage social qui ne vient jamais. Mais cette journée, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard à l'issue de cette journée? Mais évidemment, c'est une première journée. Et je pense que donc vous me dites que vous êtes un petit peu déçu. Mais moi, je suis pas déçu. Moi, je pense que justement, on est en train de construire quelque chose. Pour le quinquennat précédent, ça a mis 3 ans et demi, 4 ans à ce qu'il y ait vraiment une mobilisation contre la loi travail. Il a fallu avoir le sujet sur la déchéance de nationalité. Il y a eu des marqueurs forts, mais ça met du temps à s'opposer à un président au début de son quinquennat, surtout un président qui n'était pas présent dans le paysage politique et on ne le connaissait pas vraiment, avec une nouvelle composition politique. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps. Évidemment, c'est le début. Moi, je pense que c'est encourageant. L'ambiance dans cette manifestation, elle était très forte, elle était très virulente. Il y avait des revendications qui étaient... voilà, il y avait vraiment quelque chose d'assez intense. Moi, j'y étais, j'en reviens, j'ai encore un peu boursouflé au niveau des yeux avec les... Parce qu'il y a eu quelques incidents, il faut le dire. Oui, moi, là, j'étais à la place de la Bastille il y a 1 heure, effectivement, ça commençait à être un peu virulent. Voilà, mais c'est le début de cette mobilisation, ça va se jouer sur le long terme. On va voir ce qui va se passer dans 3, 6, 9 mois. C'est encore tôt pour jauger de l'état de la mobilisation face à Emmanuel Macron. Olivier Babot, quel est votre regard sur cette première journée qui serait donc un début? Effectivement, il y a la bataille de l'opinion, il y a la bataille de l'image aussi, il y a ces incidents. Est-ce que ça ternit déjà l'image du mouvement? Que pensez de cette première journée? Nous sommes le 22 mars, quasiment donc 50 ans jour pour jour, après ce qui pas quasiment. A été le début. Je vous le confirme. Non, disons ce qu'on a dit souvent comme étant la date qui a marqué le début des événements de mai, donc qui ont culminé en mai. Et certains se prêtent à espérer qu'on soit au début d'un mouvement qui soit comparable. Je crois qu'on en est à 1000 années-lumière et que ce n'est pas seulement 50 ans qui nous séparent, c'est vraiment pour le coup le siècle qui est différent, l'état d'esprit qui est différent. J'ai envie de dire, quand on voit aujourd'hui les mouvements et l'ambiance générale, le cœur n'y est plus.
y a pas, on pourrait dire, on voit pas d'élan autour de la réforme de la société. Concrètement, vous avez un président qui a globalement beaucoup annoncé ce qu'il allait faire et qui le fait. Donc, je trouve pas qu'il y ait une dissonance cognitive très très forte. Certes, le talon d'Achille aujourd'hui du président et de son gouvernement, c'est effectivement sur les territoires, sur l'aménagement territorial, on l'a vu avec le SNCF et les petites lignes, sur les retraités avec l'affaire de la CSG, ça c'est incontestable. Et c'est ce sur quoi il devrait, je pense, travailler à l'avenir. Mais aujourd'hui, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a, on pourrait dire, la possibilité d'une convergence. D'abord parce que moi j'ai l'impression que la jeunesse n'est pas là du tout. La jeunesse, elle est certes inquiète pour son futur, inquiète pour un avenir qui est incertain, mais là, moi j'ai beaucoup plus l'impression de voir plutôt des gens qui ont peur pour des avantages acquis et pour des rentes. C'est plutôt l'impression que j'ai. Donc je crois que ça va faire pchit assez rapidement. Ce que vous dites fait réagir Emmanuel Soufie. Oui, je sais pas. Alors voilà, les cheminots privilégiés, je trouve que ça commence à être un peu une lapalissade. Quand on. Je ne pas parler de privilèges. Non, mais quand vous dites des rentes, c'est assez proche quand même, quoi. Le quotidien d'un cheminot, franchement, ils sont en horaire décalé, ils font les 3-8. Bon, je ne vais pas les plaindre, on n'est pas là pour pleurer sur eux, mais voilà, il y a des phrases, des gimmicks qui reviennent comme ça, et justement, enfin, la mobilisation. Quand on regarde Twitter, les réseaux sociaux, souvent les cheminots, enfin, et les vrais, ceux qui sont pas forcément militants et qui sont ni des permanents syndicaux, ils essayent de décrire leur quotidien pour justement contrecarrer un petit peu tous ces arguments qui sont contre eux, et le statut, en fait. Les cheminots, et je pense que là où éventuellement il y a une possibilité pour les organisations syndicales de faire un peu front commun avec la population au-delà même des catégories, c'est en disant que, attention, si on privatise la SNCF ou l'ouverture de la concurrence peut être dangereuse aussi pour vous, usagers, avec la montée des prix. Oui, c'est le message qu'ils essayent de faire passer. Voilà, ça vous concerne aussi. Bah, bien sûr, parce que d'un côté, vous avez le gouvernement qui va dire, attention, regardez, les cheminots, c'est le statut, c'est des nantis, c'est des privilégiés, et puis eux, ils vont essayer de contrecarrer en disant oui, mais l'ouverture à la concurrence, elle n'est pas forcément bénéfique aussi pour vous, citoyens et usagers du train. 13 100 manifestants à Paris concernant juste les cheminots, me dit-on. Je vais essayer. Oui, c'était fonction publique d'ailleurs aujourd'hui. Absolument. Je vais essayer de faire la synthèse entre ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, c'est 30 ans aussi après l'annonce de recandidature de François Mitterrand. C'était le 22 mars 88. Quelle journée. On est dans une journée anniversaire, chouette. mais c'est le dernier président qui a fini son quinquennat avec un soutien à gauche absolument massif, ce qui a été différent pour François Hollande, et vous avez raison de le dire, c'est la loi sur la déchéance, mais surtout la loi travail qui a cassé le soutien des sympathisants socialistes vis-à-vis de François Hollande. Ce qui est vrai, c'est que le mouvement social souffre de quoi? Il souffre d'échecs successifs. Le dernier mouvement social qui a réussi nationalement, c'est le CPE. C'était il y a maintenant 12 ans. Maintenant, ce qui est vrai, et je partage complètement ce que vient de dire Emmanuel Soufie, c'est qu'il y a un argument du gouvernement qui passe mal, celui de le sentiment qu'il monte les catégories les unes contre les autres. Le cheminot, en fait, privilégié face aux petits retraités. Et la phrase d'Olivier Besancenot, assez récente, qui dit « on est toujours le cheminot de quelqu'un », il l'a dit beaucoup mieux que moi, ça peut, je dirais, infuser dans l'opinion publique. D'un autre côté, et c'est là aussi qu'on est sur une logique différente de 95, le front syndical est un peu moins uni, et puis il y a le sentiment chez les Français que la SNCF doit bouger, doit se transformer. Moderniser. Les petites lignes, la dette. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte nettement plus compliqué pour le mouvement social. Et il y avait vraiment une double bataille aujourd'hui. Alors on l'a dit effectivement entre les syndicats et l'exécutif, mais il y a aussi une bataille politique au sein même de la gauche. Plusieurs leaders, plusieurs lignes. Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, vous l'avez cité, Benoît Hamon, Olivier Faure, sifflés d'ailleurs par les manifestants en arrivant dans le cortège. Est-ce qu'on a vu aujourd'hui une gauche unis ou des leaders isolés? On va en écouter quelques-uns et on va en discuter juste après. À la tête du groupe que je continue à présider jusqu'au Congrès, nous avons toujours pris position clairement et nous sommes dans l'opposition depuis le premier jour. Et le Parti Socialiste n'est pas le bienvenu? Il faut bien qu'ils s'attendent pour être accueillis avec des fleurs. Ils ont voté le paquet ferroviaire au Parlement européen, alors les gens le savent quand même. Il y a un très gros matraquage pour justifier les réformes gouvernementales. Donc il faut s'expliquer, ce travail est mené. Nous, par exemple, nous allons beaucoup dans les gares pour discuter avec les usagers, des services publics, et tout ça progresse. Elliot Lepers, est-ce que le problème de ce mouvement, c'est aussi qu'il y a cette bataille interne à la gauche, une bataille politique, politicienne presque, j'ai envie de dire? C'est clair qu'il faut voir d'où la gauche part quand même. La gauche, elle est à 1 an d'un cataclysme, elle est éparpillée, elle ne sait pas vraiment où elle habite. Mais comment espérer que le mouvement prenne si la gauche elle-même n'est pas tout à fait unie, disons?
Avec des leaders un peu... Moi, je suis pas là pour défendre Non, la gauche, mais il y a une question de clarification qu'il faut opérer. Ça va pas s'opérer tout de suite. Il y a le test des européennes qui va être un bon moment pour voir comment est-ce que les alliances se forment ou se déforment. Donc sur le plan électoral, sur le plan politicien, voilà, ça va se passer plutôt l'an prochain, quoi. Après, il y a aussi la question de qui est le leader du mouvement social. C'est un peu l'objectif de Jean-Luc Mélenchon. Qui d'ailleurs ? Olivier Besancenot, qu'on voit réapparaître depuis plusieurs semaines, est-ce que finalement c'est pas lui ? C'est clair qu'il, ouais, tout à fait. Oui, il propose une lecture des choses qui me semble populaire, qui me semble intéressante et qui me semble aussi éloignée du domaine électoral. Et je pense que c'est ça la clé aujourd'hui, c'est d'aller reconquérir la confiance. Et pour reconquérir la confiance, d'une certaine manière, il faut s'éloigner du pouvoir, quoi. Il faut s'éloigner de l'élection parce que sinon, eh bien, on peut pas parler sincèrement aux électeurs qu'on en marre d'être considérés comme des marchandises d'une certaine manière. Et donc il faut parler, il faut s'éloigner des élections, construire du commun en fait, voir ce qui nous rassemble. C'est pour ça que moi je suis très optimiste. On est dans de l'impressionnisme en ce moment. On est en train de poser des choses, de poser des jalons, de faire un constat sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. Il y a eu une espèce de bombe atomique avec l'élection d'Emmanuel Macron, avec l'effondrement des blocs un peu traditionnels qui nous donnaient des repères. Bon, maintenant il faut reconstruire là-dessus, mais c'est une opportunité formidable parce que c'était pas quand même en bonne forme quand même. Après les 5 ans de François Hollande, on ne peut pas dire que la gauche était en ordre de bataille. Donc là, c'est l'opportunité, effectivement, de reconstruire quelque chose pour une société humaniste, une société de progrès, mais qui soit au service de tous. Olivier Babot, vous êtes d'accord, c'est la journée idéale, le mouvement idéal pour ressouder la gauche ? En tout cas, on ne sait pas si ça va avoir lieu. J'ai l'impression qu'on en est encore un peu loin. Le constat est clair. Vous avez des syndicats qui ont les divisions qu'on connaît, des partis à gauche qui ont les divisions aussi qu'on connaît, et surtout des partis à gauche, dont par exemple les Insoumis, qui ont pour ambition d'être aussi quelque part sur les plates-bandes syndicales. Donc vous avez une rivalité de manière, on pourrait dire, de concevoir l'action politique et l'action sociale, avec, on pourrait dire, un pari de la part de Besancenot, mais de Mélenchon, de transformer cette action et d'essayer de faire un petit peu du côté de l'action sociale ce qui a été fait un peu par Macron du côté de la politique, j'ai l'impression un petit peu. Et puis, évidemment, des agendas différents, des agendas de personnes. Il ne faut pas oublier que pour les organisations syndicales dont on sait qu'elles sont très faibles du point de vue de la représentativité en France, c'est un test terrible, c'est même une question peut-être de vie ou de mort. Si clairement la réforme de la SNCF passe sans qu'il y ait des gains, parce qu'on sait très bien que c'est une négociation musclée, hein, je veux dire, on fait une grève pour essayer d'avoir des gains, ils savent bien qu'on ne va pas abandonner la réforme là, ce coup-ci, mais ils essayent d'avoir des gains pour ne pas perdre la face. Si ils arrivent à sortir sans perdre la face, ils arriveront peut-être à survivre, sinon ça sera très dur de justifier, on pourrait dire, leur utilité après coup. Et alors dans tout cela, le gouvernement va-t-il rester ferme ou lâcher du lest effectivement à l'issue de cette journée ? Ce qu'on constate en tout cas depuis quelques jours, c'est que tout le gouvernement utilise les mêmes éléments de langage. La grève, ça sert à rien, vive la négociation. Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, ne cherche pas l'épreuve de force. Les syndicats disent 2 jours de grève tous les 5 jours. Moi je dis négociation 7 jours sur 7. Les discussions vont se poursuivre. Il y a 70 réunions qui sont d'ores et déjà prévues avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports. C'est par la discussion qu'on arrivera, à n'en pas douter, à préserver l'avenir de cette belle entreprise. À n'en pas douter, vraiment. À n'en pas douter. On n'a pas besoin d'avoir des grèves en France, non, ça ne rend service à personne. Je pense que d'ailleurs dans le passé, certaines grèves ont pu nous mettre dans certaines difficultés économiques. Et évidemment, ces propos prennent une dimension particulière quand on se souvient de ceux d'Emmanuel Macron, juste avant les manifs contre la réforme du Code du travail, il y a 6 mois. Il est alors à New York et il donne une interview à CNN International. I was very clear during my campaign about the reforms. I explained these reforms. I presented this reform during weeks and weeks, and I was elected on these reforms. I do believe in democracy, and democracy is not in the street. Emmanuel Souffi, est-ce qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui refuse l'expression de la rue ? En tous les cas, ces mots étaient très clairs et je pense que ces mots sont toujours d'actualité et ces mots me font penser à ceux qui avaient prononcé Raffarin en 2003, voilà, la réforme des retraites, des traîtres, non, c'est pas du tout ça, la réforme des retraites, en disant ce n'est pas la rue qui gouverne et je pense qu'on verra si cet adage, le président le poursuit ou pas. Le fait est que, alors je pense que quand même, alors voilà, c'est des négociations, moi je dirais que c'est plutôt des discussions parce que les négociations selon le gouvernement ou à la sauce Macron,
c'est quand même dans un cadrage très précis et très encadré, comme on a pu le voir sur l'apprentissage, la formation professionnelle ou l'assurance chômage ou sur les ordonnances travail. Donc il y a un cadrage très précis qui a été précisé par la ministre des Transports. Les syndicats y participent et à mon avis, ils sont assez habiles dans cette histoire de grève 2 jours, 3 jours. Ils se ménagent aussi des portes de sortie, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent sortir du conflit. Et là, à mon avis, on verra que... Ou le durcir, mais le durcir, ça veut dire qu'il faut rester très soudé. Et ça, moi, j'y crois pas. Je pense que les divisions, on va les voir, elles vont se faire jour au fur et à mesure. Et on verra la CFDT ou l'UNSA, qui sont plutôt le bloc réformiste de la SNCF. Si des choses aboutissent au niveau des discussions, quitter le train de la contestation pour prendre plutôt celui de la table des négociations. Frédéric Dabi ? Oui, quand on voit Emmanuel Macron, il prend ce qui est vraiment un de ses leviers les plus forts de popularité. C'est je fais ce que je dis ce que je fais. C'est comme ça qu'il a fait passer la loi travail alors qu'elle était impopulaire dans le pays. Moins que sous le gouvernement Hollande-Valls-El Khomri, mais elle était quand même... Il y a des choses qui gênaient sur des prud'hommes, sur toute une série de choses, sur les licenciements. Maintenant, il est en position de force, il a l'opinion plutôt va être avec lui, mais reste à savoir comment le corps social, comment la société va pouvoir réagir à des semaines et des semaines de grève. Parce que 2 jours, 3 jours, il faut bien avoir en tête que le débrayage est peut-être facile. Revenir à la normale, on le voit pour une grève, laisse toujours une demi-journée de moments où il n'y a pas encore tous les trains, etc. Et si l'opinion souffre, si le corps social est, je dirais, en fait paralysé, le gouvernement, malgré la cohérence perçue, les éléments de langage, où d'ailleurs on note l'absence de Quack, à la différence de la loi travail au dernier quinquennat, va demander des gestes d'ouverture. La négociation, lâcher du lest, comme vous le dites, Emmanuel, du côté des syndicats, devra peut-être s'accompagner de gestes du côté du gouvernement, dans un contexte où le point faible d'Emmanuel Macron, voire maintenant d'Édouard Philippe, c'est le sentiment de déconnexion par rapport aux préoccupations des Français. Justement, Elliott Lepers, est-ce qu'un gouvernement trop inflexible, comme il a l'air de vouloir l'être, ne peut pas créer exactement l'effet opposé et durcir le mouvement ? On parlait tout à l'heure du CPE, effectivement. Donc là, le gouvernement avait reculé. Puis depuis, il y a eu Nicolas Sarkozy qui n'a pas reculé sur la réforme des retraites. Puis après, il y a eu François Hollande qui n'a pas reculé sur la loi travail. Et puis ces 2 présidents, ils n'ont pas été réélus. Donc ils finissent par le payer. Donc c'est ce qui se passe quand on est comme ça, aussi inflexible face à la rue. On ne veut pas écouter la rue. L'histoire le montre très clairement, en fait. Les présidents finissent par le payer. Mais il faut aussi, au-delà de simplement ces discours-là et ces postures-là, c'est aussi des gens qui souffrent, en fait. Et moi, je pense que souvent, quand on parle de ces situations-là, on a un peu une vision comme ça, très macro. On oublie que c'est des millions de gens qui sont dans la misère, des millions de gens qui ne peuvent pas vivre dignement, des millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est cette question-là qui est en jeu. C'est cette fracture-là. C'est qu'on a une déconnexion, en fait, entre une vision qui est presque celle assumée du bon sens, quoi, de la vision pragmatique de la société. Mais derrière, c'est des millions de vies qui payent l'addition. C'est des caissières, c'est des retraités, c'est des... oui, mais qui peuvent considérer que les réformes d'Emmanuel Macron vont dans le bon sens et vont améliorer leur quotidien à terme. C'est pas le cas. Non, ils peuvent le considérer. Ouais. En l'occurrence, c'est très clair pour le mouvement social, c'est très clair pour les travailleurs pauvres. Évidemment, c'est eux qui trinquent. Enfin, c'est pas eux qu'on voit dans la rue. Ah, c'est eux qui étaient dans la rue. C'est pas les précaires. Enfin, encore une fois, et c'est la difficulté des syndicats, c'est d'élargir le mouvement au-delà des fonctionnaires, des militants syndicaux ou de la fonction publique. Secteur privé, il n'y en avait pas dans les cortèges. C'est le premier jour. C'est le premier jour. Oui, c'est le premier jour. Ouais, mais le pari va être là. C'est d'agréger. C'est pas seulement une logique comptable. C'est ça que je veux dire. C'est pas une logique comptable. La rupture qui est en train d'être opérée entre le gouvernement et le peuple, elle se fait pas uniquement sur une question comptable. Elle se fait sur une question de qui défend mes intérêts. Et aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde que Emmanuel Macron, il n'est pas là pour défendre les intérêts des plus pauvres, il n'est pas là pour défendre les intérêts des plus précaires. Et eux, ils voient leurs conditions de vie se dégrader de jour en jour. Olivier Babot, l'ère Macron signe le retour des grèves dures, des mouvements durs, on peut l'imaginer ? Moi, je ne suis pas certain. J'ai l'impression qu'on est là face à un processus qui finalement peut être assez clair. Alors moi, je suis heureux qu'on parle des gens qui souffrent. J'ai aussi une pensée pour eux, en particulier les centaines de milliers de gens qui ont souffert aujourd'hui à cause des grèves pour aller au travail, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de travailler quand ils ont la chance d'avoir un travail pour pouvoir vivre. Donc moi, je leur adresse une pensée amicale et chaleureuse. Moi, j'avais la chance, j'avais pas cours aujourd'hui à la fac. Et puis, il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a les 3 mois à venir. Exactement. Donc par avant, je leur dis à tous bonne chance et bon courage. La deuxième chose, c'est qu'on peut admirer la communication
communication toujours très calibrée du gouvernement. Donc bravo. Oui, c'est vrai. Ils font Du point de bloc. vue du marketing Vous avez politique. vu, c'est très net. Bravo, c'est décidément on a des pros, ça fait plaisir. La deuxième idée, c'est qu'évidemment, on connaît en politique la technique du ballon d'essai. Vous lancez un ballon d'essai, vous faites une fausse sortie, et puis vous dites oh non, nous on n'a jamais écrit ça. Et puis il y a aussi la fameuse technique qui est une technique de communication, de négociation classique, c'est vous annoncez le pire pour dire de toute façon, moi j'espère arriver à un petit peu juste milieu. Pareil du côté syndicat, on ne bougera pas, on veut retirer la réforme, et puis finalement chacun va se retrouver un petit peu au milieu. Moi j'ai l'impression, mais je ne suis pas au gouvernement, donc je ne suis pas dans le secret des dieux, mais plutôt qu'une vision inflexible, il faut avoir l'air inflexible jusqu'au jour où on va pouvoir céder. Une bonne négociation, ça se termine sans que personne ne perde la face, sinon ça se termine jamais. Et donc il va falloir créer les conditions maintenant pour que chacun puisse sortir en ayant l'air d'avoir gagné quelque chose. Alors cette journée est-elle vraiment le début d'un grand mouvement de contestation qui pourrait s'étendre, durer dans le temps? La gauche est en tout cas dans les starting blocks. Ce matin sur notre antenne, Éric Coquerel annonce une journée anti-Macron. On donne aussi l'idée pour compléter ces grèves, pour les aider, pour aider ce mouvement, au fait que tous les citoyens puissent aussi, par exemple, se rejoindre un week-end pour une grande marche qui pourrait être au printemps et qui pourrait dire non, Macron, ça suffit. C'est vraiment, on entend le mot Macron à chaque fois. C'est une marche anti-Macron. Est-ce que c'est aussi sa personne qui cristallise toutes les tensions? Emmanuelle Soufie. Je pense que l'image du banquier d'affaires lui colle encore au costume. Il est en train de créer une réaction allergique, un peu comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Et puis il a eu des... Mais oui, voilà, c'est quand même pas la présidence... Voilà, pardon, Frédéric, c'est pas non plus la présidence bling-bling, on l'a accusé, président des riches est revenu. C'est quand même... Après, je pense qu'il a eu des paroles malheureuses lors de certains déplacements, et depuis, il a énormément de mal, en fait, vous voyez, à combler, en fait, cet écart qui s'est creusé entre la classe populaire et la classe dirigeante. Après, moi, je vous dirais que la gauche ou la droite, si on prend Laurent Wauquiez, la classe populaire, ça fait bien longtemps qu'on l'a un peu oublié en politique. Et si on prend la jeunesse, c'est aussi pareil. Donc, oui, il y a... Mais je ne parlerai pas de divorce, vous voyez, entre lui et les Français. On n'en est pas une réaction épidermique comme ça a pu arriver avec Nicolas Sarkozy? Franchement, non. On le voit, par exemple, dans le baromètre IFOP Match, où on n'est pas sur satisfait, mécontent, on est sur bonne, mauvaise opinion. Donc, une question qui mobilise la personnalité, et il est très largement majoritaire. Il est à 54%. Dès qu'on est sur l'action, c'est beaucoup plus bas, comme dans le baromètre. Mais lui n'irrite pas, sa personnalité n'irrite pas encore. D'un côté, ce que vient de dire Emmanuel, il y a des personnes qui le jugent déconnecté vis-à-vis des préoccupations des Français. Il est très faible chez les sympathisants Front National, France Insoumise. Auprès des catégories populaires, il y a eu des phrases malheureuses, mais un des leviers de sa popularité en termes de distinction. Il fait président contrairement à François Hollande. Il est nettement plus... il incarne mieux la fonction que Nicolas Sarkozy. C'est un vrai levier de popularité. Et puis, il n'apparaît jamais dans nos enquêtes qualitatives comme le président des riches. Car il n'apparaît pas comme quelqu'un de tapageur. Et là, on n'est pas sur Nicolas Sarkozy, mais il est vu comme celui qui va faire bénéficier aux fameux premiers de cordée son action et pas aux autres. C'est une nuance, mais elle a quand même une importance. C'est ce qui me fait dire que le divorce sur sa personnalité, on n'en est pas encore là. Et pourtant, moi, j'avais jamais entendu parler de journée anti-Hollande ou de journée anti-Sarkozy. Là, on parle d'un rassemblement anti-Macron, Elliot Lepers. Effectivement, moi je ne sais pas si c'est la personne qui est le problème, parce qu'il y a d'abord une grande habileté dans la gestion du message, et notamment dans la divergence des paroles suivies des actes. Donc je pense que effectivement là-dessus, Macron joue bien son jeu. Il arrive à envoyer ses ministres, il articule bien le rôle du gouvernement sur les différents sujets, il raréfie sa parole. Donc je pense qu'il est conscient de ce risque-là, et qu'effectivement il fait en sorte de ne pas être trop présent. D'ailleurs, il ne répond pas aux journalistes, notamment pour éviter ce genre de mise en situation où il pourrait être pris en défaut. Mais voilà, il part d'une posture où il n'a pas du tout le physique de l'emploi, il n'a pas du tout le parcours d'un homme politique traditionnel, et il y a des marqueurs et il y a des paroles effectivement malheureuses qui restent présentes et qui font en l'occurrence penser à Nicolas Sarkozy dans les invectives qu'il a, dans cette espèce de rapport de classe qu'on a pu sentir avec les ouvriers
en t-shirt, on s'en souvient, à qui il conseillait d'acheter un costume. Voilà, on sent qu'il y a un décalage de personnalité, de culture, mais qui est pour moi maîtrisé. Et c'est là, voilà, l'habileté de ce gouvernement, c'est d'être absolument impeccable sur la communication pour l'instant. Pas de réaction épidermique, Olivier Babot. Non, moi je suis frappé d'abord qu'on ne parle pas du tout du Premier ministre. Il n'existe pas, et c'est peut-être d'ailleurs un des succès de la politique en fait. La réaction, pourrait dire, est orientée vers Emmanuel Macron, mais qui vous voyez sur la scène, vous voyez des ministres qui, pardon, ne sont pas des stars, mais je veux dire, c'est des ministres, on pourrait dire, voilà, qui connaissent leur sujet, qui sont des techniciens, des experts, qui sont reconnus, qui ne sont pas contestés, mais qui du coup n'offrent absolument aucune prise en fait, parce que justement, ce ne sont pas des stars, on les connaît pas, ils font pas de politique, c'est pas des politiques. Donc finalement, il y a un côté assez malin, enfin peut-être une interprétation de ma part, mais vous avez d'un côté le côté politique d'un président qui est en position présidentielle au-dessus et qui donc a même pas à s'exprimer, a même pas à répondre à tout ça, et puis derrière, vous avez des ministres qui sont au charbon. Et finalement, étant au charbon, ils ne sont pas la cible des attaques. Donc le coup est assez bien joué, j'ai l'impression. Il nous reste 2 minutes, je voudrais vous faire réagir à 2 tweets. On va d'abord regarder cette réponse à notre question Twitter du jour. Les grèves peuvent-elles faire reculer le gouvernement? Regardez ce que dit Simon. Oui, c'est possible avec l'unité des cheminots et la solidarité de tous les travailleurs retraités, étudiants, intellectuels, etc. Comme en 53 et en 95, les cheminots ont fait reculer les gouvernements. Autre réaction, celle de Thierry Fabre, qui est journaliste à Challenge, qu'on connaît bien ici sur Public Sénat. Les 2 papes du social, Pierre Ferracci et Raymond Soubi, sont d'accord, la grève ne fera pas plier Emmanuel Macron. Les syndicats sont trop faibles et divisés. Elliott Lepers, vous êtes d'accord ? Je pense que les syndicats sont unis sur plein de sujets. On l'a vu par exemple sur l'égalité professionnelle. Lors de la mobilisation du 8 mars, il y a eu une déclaration unitaire d'engagement de toutes les organisations syndicales sur l'égalité professionnelle. Donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Il faut se donner le temps de voir comment ça va évoluer. En quelques secondes, tour de table. Ouais. Le gouvernement, cette journée va faire plier le gouvernement ? Ah non, moi je pense qu'il va rester droit dans ses bottes. Non, franchement, je pense que c'est même pas du tout dans la méthode. Et je pense qu'ils en ont sous le pied, c'est-à-dire qu'ils vont lâcher au fur et à mesure des petits trucs. Vous voyez, même aussi sur le transfert des contrats, ça c'est hyper important pour les cheminots, que quand il y aura la concurrence, garantir en fait les avantages acquis. Donc non, plier, non, je n'y crois pas. Et au-delà de la division syndicale, il y a aussi le fait que le paysage politique est complètement morcelé. Donc ça aide pas les syndicats. Quelques secondes. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Alors, c'est vrai qu'on est à la veille de cette grève perlée. Par rapport au premier tweet, il n'y a pas, pour l'instant, une convergence des luttes. On n'est pas du tout dans la vision 95, grève par procuration pour défendre le modèle social français. On n'est pas là-dessus. Olivier Babot. Si je dois faire un pronostic, je pense que le mouvement va effectivement partir en capilotade. Il y aura quelques petites avancées, quelques petites choses qui vont être cédées. Mais globalement, je pense qu'on est très très loin de penser qu'il y aura un retrait des projets. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Yves Deray à François Dorcival. Nous allons notamment revenir sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy et sa stratégie de défense. Moins de 24 heures après, il intervient à la télévision. Ses propos face au juge sont rapportés dans la presse. Ses soutiens dénoncent un acharnement. Avant d'en parler avec nos invités, le point avec Julie Hulin. 2 jours de garde à vue, 26 heures d'interrogatoire et un ancien chef d'État mis en examen pour 3 chefs d'inculpation. Corruption, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Une mise en examen assortie d'un contrôle judiciaire lui interdisant notamment de rencontrer les autres mises en examen du dossier comme Claude Guéant. Interdit également pour Nicolas Sarkozy de se rendre dans certains pays, dont la Libye. S'il a gardé le silence jusqu'ici, Le Figaro a publié ce matin des extraits de ses déclarations face au juge, où il nie fermement les faits qui lui sont reprochés et dénonce un acharnement. Depuis le 11 mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie. J'ai d'ores et déjà payé un lourd tribut à cette campagne, rarement égalée, de boue, de calomnie et d'insanité. Il dénonce également à plusieurs reprises les accusations de l'homme d'affaires franco-libanaise Yatek Yedin qui assure avoir remis à Nicolas Sarkozy 3 valises contenant 5 millions d'euros en provenance du régime libyen en 2006 et 2007. Je suis accusé sans preuve matérielle. À ma connaissance, aucun élément tangible autre que les déclarations de la famille Kadhafi, du clan des Affidés, n'est susceptible d'apporter le moindre crédit à leurs propos. À droite, les soutiens de Nicolas Sarkozy dénoncent un acharnement et appellent au respect de la présomption d'innocence. Mise en examen ne vaut pas culpabilité. Dans bien d'autres cas, cela s'est fini par un non-lieu. À gauche, Benoît Hamon déplore ce nouveau rebondissement.
En termes d'image, c'est très dégradant pour l'image de la France et celle de la démocratie. Après cette mise en examen, l'instruction va se poursuivre pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Yves Deray, bonsoir, rédacteur en chef du Parisien Week-end, dont on va voir la une dans un instant. Vous titrez ce week-end sur la francophonie. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, merci à vous également d'être ici. Quel regard vous portez sur cette affaire? Est-ce que quelque chose vous a choqué, interpellé, François Dorcival? Ce qui m'a interpellé, c'est l'acharnement d'un juge. Vous aussi, vous parlez d'acharnement? Écoutez, on a l'impression qu'il ne fait que ça, alors qu'on nous démontre depuis 48 heures qu'il suit beaucoup d'autres affaires. Enfin, c'est toujours le même juge, c'est toujours... Bon. Et puis, je me dis également, mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur avec Nicolas Sarkozy au point de pratiquer cette intimidation permanente à son... Est-ce que c'est de la peur ou une envie de rétablir la justice? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, je suis d'accord. Alors Yves Deray, peut-être une réaction. Acharnement. François Dorcival demande de quoi ont-ils peur, mais il ne sait pas de quoi, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Donc, c'est sans doute peut-être pas parce qu'ils ont peur que c'est la justice qui progresse, qui est lente. C'est un diable épouvantable. Quelque chose de terrifiant, quoi. Je pense quand même, pour ma part, que les juges ne peuvent pas ne pas faire un lien entre finalement l'affaire Big Malion et cette affaire-là. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est sans doute aujourd'hui victime du fait qu'on se dit, tiens, à chaque fois, en fait, il a eu besoin de plus d'argent qu'il n'en avait droit pour faire ses campagnes. Et donc, un coup, c'était Big Malion, les fausses factures, un coup, c'est le financement libyen. Et donc, ces deux affaires-là, d'une certaine manière, sont liées l'une à l'autre. Alors que, sur le plan purement judiciaire, elles n'ont aucun lien. Ça, c'est une première chose. Après... moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on était dans un moment politique où Nicolas Sarkozy était plutôt discret, plutôt en réserve. Sauf qu'il repartait, là. Oui, ça faisait un petit mois que... François Darmanin, il bricolait à droite à gauche, Wauquiez, bon. Mais il est plutôt bien traité par Macron, depuis que Macron est arrivé. Il a reçu à déjeuner, etc. Donc plutôt bien traité, donc pas envie d'en découdre spécialement avec le pouvoir. Là, je pense, pour connaître un peu l'homme... Lequel? Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron? Je me dis que là... il va remonter sur son cheval politique. Parce que finalement, sa meilleure peut-être protection, c'est le poids politique qu'il peut avoir. Aujourd'hui, on pense qu'il a plus beaucoup de poids politique, ou tout au moins qu'il joue les éminences grises de loin. Je pense qu'il va se dire, il l'a fait dans le passé déjà, je pense que s'il est allé d'ailleurs dans cette campagne présidentielle très compliquée pour lui, contre François Fillon, contre Alain Juppé, etc., c'était un peu lié quand même à ces affaires judiciaires. Ça ne préjuge pas du tout de l'issue de ces procédures. Mais je pense qu'il s'est dit, il faut que je fasse la politique à nouveau, et pourquoi pas que je sois réélu. Et je pense qu'il va refaire de la politique. François Dorcival. Écoutez, en tout cas, c'est intéressant ce que dit Yves à l'instant. Moi, je ne sais pas s'il va refaire de la politique. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, toutes ces affaires judiciaires ont coïncidé avec une période intéressante pour lui, intéressante entre guillemets. C'est-à-dire que, effectivement, pour les primaires, il y avait encore des poursuites, et on peut dire que, évidemment, les électeurs des primaires des Républicains au moment de la présidentielle ont dit, si on vote pour Nicolas Sarkozy, on repart avec 36 000 affaires. Et chaque fois, les juges se sont employés, les juges se sont employés à justifier cet avis des électeurs. Et de François Fillon, un peu à l'époque. Je ne saurais le dire. Cela dit, j'ajouterai un petit mot en annexe à ce propos. Et donc, la vie politique, l'action politique, apparaissent pour Nicolas Sarkozy comme une protection, finalement, et non pas comme un abattement. C'est une hypothèse qui est intéressante à considérer. Cela dit, c'est ma petite annexe. Je dois dire que tant François Fillon que Nicolas Sarkozy sont toujours en face des mêmes individus, finalement. Des mêmes individus... De qui parlez-vous? Des fameux témoins dits de bonne foi. Des fameux témoins. Ce sont toujours les mêmes. Et ce sont eux qui, effectivement, font démarrer telles ou telles affaires qui, ensuite, se dégonflent.
Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que justement face à la contre-attaque de Nicolas Sarkozy, il y a ceux qui ne désarment pas et pour cause. On va regarder le tweet de Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, co-auteur de ce livre avec les compliments du guide sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Voilà ce que nous dit Fabrice Arfi. Vous avez compris la stratégie de défense médiatique de Sarkozy, opportunément mise en scène ce matin dans le Figaro, faire croire que le dossier repose uniquement sur le témoignage de Takedine, c'est faux et archi-faux. Il nous dit ça, Fabrice Arfi nous dit, tout ne repose pas justement sur le témoignage de ces gens. Oui, mais bien sûr, mais bon, lui, Fabrice Arfi, il a des documents qu'il a publiés, dont il a fait son trésor personnel, journalistique, etc. Donc, très très bien. Mais il n'empêche que ceux qui témoignent, on sait qui ils sont. On les voit sur les écrans. Et il continue de vouloir affirmer des tas de choses. Et ça décrédibilise toute l'affaire ? Yves de Rais ? Bon, franchement, les témoignages de Ziad Takedine, qui a été à charge contre Dominique de Villepin, puis contre Sarkozy, et qui a lui-même voté condamné plusieurs fois. Ouais. Bon, franchement, sincèrement, c'est comme le fournisseur de costumes, c'est même chose. C'est un peu compliqué. Oui. Voilà. En revanche, il y a un nouvel acteur là, qui était l'ancien chef des services secrets, et qui a parlé, qui Quel crédit a dit des choses en tout cas un peu nouvelles, sur lesquelles visiblement la justice s'est appuyée pour avancer dans ce dossier. Maintenant, s'il n'y a rien dans ce dossier, on ne va pas inventer des preuves. Pour l'instant, il y a des témoignages qui circulent, mais il n'y a pas de faisceau concordant, d'éléments graves contre Nicolas Sarkozy. Donc il est aussi possible que tout ça se termine par un non-lieu. Je me demande, d'une certaine manière, si l'affaire Big Malion, pour lui, est un peu plus compliquée que celle-là. Quant à l'affaire des écoutes, qui est la troisième pendante, qui pèse aussi quand même sur la vie de Nicolas Sarkozy, parce que tout ça lui pourrit quand même la vie au quotidien. Il doit beaucoup y penser. Nous, quand on a une facture qui traîne, déjà, on y pense. Alors lui, bon, donc ça doit être quand même assez lourd. Après la vie qu'il a eue, politique, les combats qu'il a menés, psychologiquement, il est quand même solide, cet homme-là, parce que ça doit pas être facile. L'affaire des écoutes me semble vraiment très très faible, et je pense pas qu'il soit inquiété dans cette affaire-là. Donc je me demande, moi, si c'est pas l'arbre qui cache la forêt, cette affaire-là, et si on va pas arriver quand même au vrai combat judiciaire qui sera l'affaire Big Malion. Enfin, on est toujours sur le financement de la campagne de 2007. Non, Big Malion, c'est 2012. Oui, mais quand même, là, nous sommes sur le financement 2007. Oui, c'est pour ça que ça me paraît assez... Je dois dire, moi je n'ai aucune connaissance du dossier, si ce n'est celle qui est publique. Dans ce qui est public, et Nicolas Sarkozy a un argument tout de même assez fort, c'est de dire, mais attendez, le juge gentil qui n'était pas gentil du tout, celui-là, il a refait aussi tous les comptes, en dehors de la commission des comptes de la campagne. Il a tout réexaminé. Pourquoi, s'il a tout examiné, s'il a tout recherché, manque-t-il encore des éléments? Voilà, moi je trouve que le débat public est intéressant. Nous n'allons évidemment pas remplacer le tribunal qui viendra s'il vient. Surtout pas. Et on va aborder le deuxième thème de ce match, c'est effectivement la date anniversaire particulièrement symbolique aujourd'hui. 22 mars 1968, cela fait pile 50 ans qu'est né le mouvement dit de mai 68. Nos confrères de RTL ont diffusé un document inédit qui date justement du tout premier jour de la mobilisation. Et devinez qui on entend? Daniel Cohn-Bendit à la fac de Nanterre. Que l'opinion publique parle de ce qui s'est passé, pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre où nous resterions toute la nuit. Et finalement, on le reconnaît assez bien. Très beau document. Yves de Rais, le Parisien Week-end a justement consacré sa une sur ce sujet il y a une douzaine de jours avec une question assez intéressante. Et si les étudiants avaient pris le pouvoir ? Oui, parce que c'est vrai qu'on ne se pose jamais cette question, mais quand le général de Gaulle part brutalement à Baden-Baden et rencontre le général Massu à l'aéroport, etc., on a l'impression qu'il y a un moment de panique, que plus personne ne tient les rênes, que plus personne n'est aux commandes, et donc il y a une espèce de vide au sommet de l'État. Et à ce moment-là, eh bien, s'il s'agissait effectivement d'un moment de dépression ou de panique du général et qu'il avait décidé de ne pas revenir, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc on a posé la question aux leaders de l'époque, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une révolution un peu sans tête et sans vraiment projet de prise de pouvoir, de conquête du pouvoir. Il n'était pas préparé, il n'y avait aucune capacité à diriger le pays, il n'y avait pas de plan B. Et c'est assez intéressant au fond, parce qu'on se retrouve dans une situation où on a une révolution qui a sans doute gagné une forme de bataille des idées,
mais qui était totalement incapable de gagner celle du pouvoir. Et une révolution dont on parle encore 50 ans après. Concernant l'héritage de mai 68, il y a clairement un débat. On va regarder le tweet de Julien Rochdy, qui est un ancien membre de FN Jeunesse. Et il a posté ce tweet pour le moins violent, on peut le dire. Génération 68, ils ont craché sur leurs parents et ont sacrifié leurs enfants. Égoïsme et naïveté, cynisme et bons sentiments, héritage dilapidé, la génération la plus haïssable de l'histoire de France. Et il faudrait qu'en plus, on les célèbre. Ça vous fait rire, François Dorcival ? Oui, plutôt, parce que l'excessif est toujours un peu risible. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la génération 68, elle a quand même pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir culturel. Elle a pris le pouvoir dans les élites universitaires, enseignantes, etc. Et pas instantanément du tout. Mais ça s'est fait par strates successives. Vous avez l'air de le condamner. La prise de pouvoir. Non, la prise de pouvoir par ces gens de mai 68, prise de pouvoir Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une prise du pouvoir, en effet, culturelle et intellectuelle. Mais politique, non, pas du tout. Puisque vous vous rappelez qu'immédiatement après les événements de mai 68, c'est au contraire un sursaut national considérable, puisque c'était l'une des premières assemblées aussi unanimistes que l'on ait pu voir, qui est élu au mois de juin 1968. Tout le monde est gaulliste. Et puis ensuite, c'est Valéry Giscard d'Estaing et non pas François Mitterrand qui est élu. Et ainsi de suite. Et même en 78, c'est encore une majorité de droite. Il faudra attendre 81 pour voir en effet la prise du pouvoir politique par la gauche qui avait été préparée par la prise du pouvoir culturel et intellectuelle. Et c'est ça qui est intéressant. Et nous en avons évidemment aujourd'hui beaucoup de traces. Les traces, c'est quoi ? C'est le côté libéralo-libertaire, c'est l'anti-autorité, c'est le laxisme, vous diriez ? Oui, le laxisme, c'est le laisser-faire, c'est le désordre, c'est l'anarchie, etc. Non, l'anti-autorité, c'est un sentiment qui est construit, c'est une idée qui est tout à fait construite et qui aboutit à beaucoup des événements ou des attitudes et des comportements que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que cette génération, en effet, d'une certaine manière, elle a pris le pouvoir à un moment donné, elle a un peu aussi sacrifié ses enfants. Yves Deray, on sent qu'il y a un débat très violent sur mai 68, sur l'héritage de mai 68. Il y a vraiment ceux qui rejettent tout et ceux qui disent non, au contraire, ils nous ont fait du bien. Les choses s'expliquent un peu par ce que vient de dire François Dorcival, c'est-à-dire qu'il y a une défaite politique, puisque la droite est revenue très fort et a gagné différentes élections successives, mais il y a une victoire culturelle. Donc de mai 68 et des idées de mai 68 sur le plan sociétal, sur le plan social. Il y a un peu d'amertume quand même. Quand en fait, ils ont cru prendre le pouvoir à droite et ils ne l'avaient pas. Et c'était raté. Ils l'ont pas vraiment exercé. Et même Valéry Giscard d'Estaing, qui effectivement en 74 gagne l'élection présidentielle, mais fait des révolutions entre guillemets, sociétale. Fait des réformes sociétales, un peu dans l'esprit de mai 68 quand même. Et donc ensuite 81 et l'abolition de la peine de mort, etc. Tout ça, c'est les radios libres, enfin tout ça, c'est des héritages de mai 68. Tout ce qu'on a vécu après sur la question de l'homosexualité en France, le Pax, le mariage homo, tout ça, c'est quand même des victoires qui sont successives et qui comptent. Et ça fait 50 ans que ça dure quand même. Ça fait 50 ans que ça dure, que l'héritage de mai 68 marque la société française avec par étapes. On peut qualifier comme des avancées, enfin moi ce que je qualifierais comme plutôt des avancées sociétales. Ce qui est très très amusant en effet, c'est qu'au fond on date la libération sexuelle, etc., de ces années-là, et en particulier de ce printemps-là. Alors que ce printemps-là, de ce point de vue, est un printemps très prude. C'est pas du tout le débordement, c'est pas du tout Woodstock, c'est pas du tout tout ça. Et donc c'est amusant parce que là encore, les organisations maoïstes, gauchistes, lutte révolutionnaire, etc. de l'époque ne sont pas du tout dans l'axe de la liberté sexuelle. Il n'y avait pas d'unité dans le mouvement. Non, pas du tout. Le féminisme, oui, il a commencé de s'imposer. Mais bon, qui sont les leaders? 3 hommes. Daniel Cohn-Bendit, Jacques Sauvageau, Alain Gespard. Oui, pas vraiment un mouvement féministe. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Marie Bochet. Elle arrive de Pyeongchang. Elle vient de décrocher 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques. Elle va nous dire comment elle vit ce moment si particulier. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite.
Dans les deux cas, l'un et l'autre, Jacques Weber et Catherine Cusset, la personne sur laquelle vous écrivez, vous dites qu'elle s'est imposée à vous. Le vôtre parle d'un écrivain, Gustave Flaubert, le vôtre d'un peintre, David Hockney. Comment fait-on pour ressaisir à travers les mots ce qu'il se passe dans le regard d'un peintre? C'est un homme extrêmement libre, qui va déclarer... Bon lapsus, libre, oui. Il est très libre aussi. On est très libre ici, oui. Oui, et sans doute très proche de moi, enfin, par certains côtés. Je pense que je me suis complètement identifiée à David Hockney, cette façon qu'il a de toujours uniquement suivre son désir, et quand il crée, il a besoin d'avoir un lien émotionnel très fort à l'objet de sa création. Quand j'écris, je ne me pose pas du tout le problème de Flaubert. Comme je l'ai joué, il suffit que je puise dans tout ce que... Comme je l'avais joué, et c'était son texte, ses propres mots, il suffisait que je puise dans ce qui m'était arrivé en le jouant. Livrez-vous demain à 22h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour, et ce soir nous recevons Marie Bochet, celle qu'on a surnommée la reine des Jeux paralympiques de Pyeongchang. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez décroché 4 médailles d'or en Corée du Sud. Elles sont ici, sur ce plateau, sur ce bureau. Vous allez pouvoir tous les admirer. Après 4 médailles d'or déjà à Sochi, vous êtes définitivement une référence en ski alpin, je crois qu'on peut le dire. Je voudrais juste d'abord savoir comment vous vous sentez, comment vous vivez ce moment, cet exploit et cette médiatisation, il faut bien le dire, assez particulière. Oui, alors ça va, je suis un petit peu fatiguée. On a atterri mardi et j'ai un peu couru depuis, et voilà, je suis toujours pas rentrée chez moi, donc c'est vrai que là je suis un peu impatiente de retrouver ma maison, mon petit territoire. Vous avez réalisé ce qui vous était arrivé? Vous commencez à réaliser pas encore, ou pas un du petit tout? peu, parce que voilà, je les vois là, toutes les 4. Mais elles sont à vous. Non, c'est pas... Mais après, j'ai pas encore réalisé, j'ai pas fait l'addition encore avec celle de Sochi, donc je crois que l'exploit il est vraiment là en fait, et d'avoir réussi à réitérer les 4 de Sochi, là, c'est ça qui est vraiment particulier, mais je pense qu'il faut un petit peu de temps là, pour tout laisser décanter. J'ai pas encore eu le temps de trop descendre de mon petit. Ouais, d'intégrer tout ça. Lorsque vous avez remporté votre 4e médaille d'or, il paraît, c'est ce que j'ai lu, que les journalistes vous ont cherché partout et que vous étiez déjà allé dans les tribunes retrouver vos proches, et ils étaient 24 en Corée du Sud. Oui, c'est parce qu'ils avaient enlevé les barrières, alors j'en ai profité, j'ai filé. Non mais sérieusement, c'était important de vite les retrouver, eux, vos proches, ceux qui sont venus vous soutenir? Ouais, complètement. J'ai la chance d'avoir une famille qui est présente, qui n'est pas trop présente, mais qui est présente. Et sur ces événements-là, en fait, le dernier jour, les émotions étaient tellement fortes que j'étais vraiment impatiente de les retrouver. En fait, je les ai vus à l'arrivée de ma course, comme tous les jours, mais là, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir un pont pour y aller directement. Et voilà, j'avais besoin de vivre ça avec eux très rapidement, vraiment à chaud là. Donc... Alors, je vais vous présenter un peu quand même pour les téléspectateurs qui vous connaissent très peu, et on les excuse. Bon, la médiatisation commence. Vous êtes né à Chambéry, dans les Alpes, et vos parents sont éleveurs de génisses, producteurs de fromage, du Beaufort. Je dis ça parce que vous vous êtes fait prendre en photo avec ce fromage sur les réseaux sociaux. C'est un petit bout de territoire avec vous, c'est important justement ça aussi, vos origines territoriales, rurales? Oui, complètement. D'ailleurs, vous avez un petit bout de mon territoire vraiment pas très loin de chez vous. Il y a un petit magasin de la COP. Que vous avez repéré? Non, mais ma sœur y travaille, donc je le connais bien, mais c'est vrai que c'est important. Le Beaufortin, c'est mon repère, c'est ma source, mon énergie. Et voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que j'avais été impatiente d'y retourner, de retrouver les Beaufortins. Et voilà, c'est ma force, c'est aussi, je pense, que mes valeurs. Voilà, c'est une petite vallée, tout le monde se connaît. J'ai grandi très simplement, j'ai eu une enfance très heureuse, voilà, au milieu des alpages. Enfin, voilà, c'est un peu Haïdi, mais... Vous avez le droit, hein. Je pense que c'est ce qui me fait garder les pieds sur terre aujourd'hui, et c'est ce qui me donne voilà, toutes ces valeurs, toute cette énergie. Je vous pose cette question parce qu'on est sur Public Sénat et que c'est vraiment la chaîne des territoires, et on sait à quel point les territoires sont importants pour l'identité des personnes. Exactement. Mais là, c'est la plus simple vérité, je pense. Voilà. Moi, je me sens vraiment attachée, et c'est ce qui me manque le plus voilà, quand je voyage. C'est cette proximité. Voilà, je parcours pas mal le globe hein, pour ces compétitions, mais voilà, je suis vraiment attachée à ma vallée. Et vos parents vous ont fait commencer le ski à l'âge de 5 ans, je crois, et votre père était lui-même un skieur de fond de compétition, donc finalement se mettre au ski, c'était naturel dans votre famille? Oui, alors il a fait de la compétition, pas très très haut niveau, mais il a fait quand même de la compétition. Ne le méprisez pas. Non, mais parce qu'après sinon il va se... non, mais bien sûr, en fait, voilà, donc le Beaufortin, de station, les saisies à Arèche, à 20 minutes de la maison, donc c'était le sport scolaire. Hein. À l'école, vraiment, on allait au jardin d'enfants, tout
petit. Et puis voilà, j'ai suivi mon grand frère Léo qui a intégré le club des sports. Et puis à mon tour, j'ai intégré le club des sports. Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée. Mais il y a bien quelque chose qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait de vous la championne? Je pense que le travail, handicap, la rigueur. ça fait que j'ai intégré les sports, le handisport. Et puis après, je pense que j'ai une exigence qui est parfois lourde pour mes proches, mais une exigence avec vous-même. Oui, avec moi-même qui me pousse. En fait, voilà, je suis très contente de ces 4 médailles, mais voilà, chaque petite médaille, il y a peut-être un truc que j'aurais préféré faire de mieux. Enfin voilà, mais c'est ce qui me pousse à progresser, à travailler, parce que sinon, voilà, la question qui suit en général, c'est mais vous avez déjà tout gagné, qu'est-ce qui va arriver derrière? Et en fait, c'est ça, c'est de toujours rechercher le petit truc à améliorer, le petit truc qui fait une éternelle insatisfaite, quoi. Non, mais j'arrive à me satisfaire quand même. Je suis contente. Alors, vous êtes né sans avant-bras gauche. Est-ce que ça a été un frein psychologique? Là, vous venez de nous dire que ça a été une force. Est-ce que tout de même, à un moment donné, ça a été un frein? Non, parce que j'ai eu un entourage qui m'a toujours considérée comme une personne valide, qui n'a jamais considéré mon handicap comme une faiblesse ou comme une douleur, et qui m'a aidée à m'intégrer dans la société facilement. Enfin, il n'y a jamais eu de différence de fait entre moi, mes frères et sœurs ou les personnes qui m'entouraient. Donc je pense que c'est encore cet entourage dont on parle, mais voilà, c'est cet entourage qui a été bienfaisant et qui m'a jamais non plus trop protégée et qui m'a laissé aussi me prendre des murs et vivre des expériences difficiles. Exactement, et puis voilà, à me faire mes propres expériences, à apprendre à grandir avec ça. Et donc non, mon handicap, ça n'a jamais été un frein. Aujourd'hui, champion olympique ou champion paralympique, j'ai l'impression qu'on ne fait plus la différence. Est-ce que vous sentez que la société a changé de regard par rapport au handicap, et notamment d'ailleurs grâce à des sportifs comme vous? Je pense qu'on est là pour ça aussi. On fait nos résultats, mais après, derrière, il y a ce rôle-là, ce rôle d'ambassadeur du handisport. On est là pour en parler aussi. Et voilà, c'est la médiatisation qui nous permet de le faire aussi. Et depuis les Jeux de Londres, il y a vraiment une belle évolution. Il y a eu un tournant? J'ai l'impression, oui. Comment on peut l'expliquer? Il y a eu des moyens qui ont été vraiment mis sur les Jeux paralympiques de Londres, à la même hauteur que les Jeux olympiques. Aujourd'hui, les événements paralympiques sont à la hauteur de ceux des Jeux olympiques. Il y a les mêmes moyens. Les médias commencent vraiment à être présents. Il y a des journalistes qui nous ont suivis sur place. Il y a France Télévisions qui fait des gros efforts de diffusion en direct. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut suivre les sportifs handisport, on peut y arriver. Et voilà, après nous, ça nous permet justement d'en parler encore plus, de témoigner. C'est un combat qui vous pèse, ou au contraire, vous dites c'est une chance, je peux peut-être aider des jeunes à surtout ne pas s'auto-censurer ou ne pas s'interdire des choses parce qu'ils ont un handicap? Exactement, non, justement, ça ne me pèse absolument pas. Et au contraire, je trouve que voilà, c'est un joli rôle et qu'on prend. Enfin, là, je parle au nom des médaillés, au nom des sportifs. Bien sûr. On prend naturellement parce qu'au final, on témoigne des messages très positifs autour du handicap. Et je pense que voilà, si on peut inspirer des personnes, et c'est le cas, moi j'ai des témoignages, c'est les plus beaux témoignages que je reçois, c'est des personnes en situation de handicap qui nous remercient, qui sont heureux de voir qu'on est capable de faire ça, et puis qu'on aide peut-être à s'orienter vers le sport, à se surpasser. Le sport, c'est vraiment une belle école de la vie, mais c'est vraiment une activité dans laquelle on apprend à se connaître, on apprend à repousser ses limites, à s'adapter, et on apprend à connaître et à aimer son corps aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est un message qui est facile à transmettre parce que c'est ce qu'on vit au quotidien en fait. On est sur Public Sénat, alors je vais vous parler un tout petit peu de politique, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un test de connaissances, mais récemment Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État au handicap, a fait un petit tour d'Europe pour savoir comment nos voisins européens intégraient les personnes handicapées dans tous les univers. Comment vous jugez, vous, les politiques françaises vis-à-vis du handicap? Et parce que vous voyagez, vous diriez qu'on est quand même un peu en retard, on est un peu à la traîne, ou il y a des efforts de fait, il y a des choses qui sont faites et qui sont positives? Alors Sophie Cluzel, elle est plus loin que l'Europe parce qu'elle est venue nous voir en Corée, comme Laura Flessel. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, les politiques s'interrogent autour du handisport en France, du handicap en France d'une façon générale. Ils sont présents, ils nous soutiennent. Enfin, vraiment, on a eu des belles marques de prise en considération, des témoignages. Le président qui s'intéressait à nos résultats aussi pendant ces Jeux. Je pense que alors, nous, on voit ça plutôt par l'intermédiaire du sport, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise en considération. Et quand on parle d'accessibilité, on pense tout de suite aux personnes en fauteuil roulant. Mais l'accessibilité, c'est un terme qui est beaucoup plus large. Ça parle aussi aux familles qui ont des poussettes. Non, mais c'est très large, en fait, l'accessibilité. Et je pense que voilà, nous, on a cette force-là de pouvoir justement
voilà, transporter ces messages, en parler, qu'on parle de handicap, mais positivement, pour que déjà les mentalités évoluent, qu'on arrête de penser que le handicap c'est tabou. Voilà, il y a des personnes en situation de handicap qui assument pleinement et qui ont complètement accepté leur handicap. Et donc je pense que voilà, il faut qu'on ouvre ces portes-là, qu'on aille vers eux, qu'on les questionne. Je pense qu'en France, on est sur la bonne voie. Après, sur les pays étrangers, c'est vrai que nous, on y passe peu de temps quand même. On voyage beaucoup, mais on y passe peu de temps. Difficilement comparer. Et on est obligé je pense de que c'est s'arrêter un là, Marie mouvement Boucher. général. Merci Voilà. infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je suis désolée, on aurait pu continuer pendant des heures, mais on le fera peut-être en dehors. Merci infiniment d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour plus d'infos. Et l'invité Territoire d'Info demain, c'est Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Bonne soirée, restez au cœur du débat.